Bien, écoutez, si vous voulez quelques mots simplement d'accueil au titre, donc André Corzani, je suis élu référent de l'Observatoire transfrontalier de la GAP. Alors, je m'arrête juste au moment où je démarre pour saluer l'arrivée auprès de moi du président de la GAP, Fabrice Brogy. J'allais l'excuser, mais voilà, il a couru. Euh, Bien, en tout cas, d'ores et déjà, merci. Nous sommes maintenant 40 là, à être en connexion pour ce webinaire. Tout d'abord, une démarche intéressante que je mets à l'actif, évidemment, de nos choix de travail, de communication, choix évidemment du conseil d'administration, mais surtout aussi de l'équipe, qui permet d'instruire un autre mode de circulation de l'information et des échanges, puisqu'il favorise bien entendu euh, capacité proactive que nous n'avions pas jusqu'à présent. Ça vient euh, muscler encore la GAP dans sa relation proactive avec vous. Un grand nombre de partenaires, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient élus, quelques amis luxembourgeois aussi, tout cela est à noter, à mettre aussi à l'actif de ce que nous avons réussi à tisser comme relation, comme lien avec tous et avec chacun. Ça veut dire aussi que la GAP, tout simplement, et toute son histoire en témoigne, est un instrument évidemment à la fois au service des territoires et en même temps en capacité de se projeter, d'où le fait qu'elle soit incontestablement aujourd'hui un élément identifié au niveau du paysage Grand Lorrain comme étant en capacité d'avoir une expertise forte, reconnue dans les domaines qui transcendent maintenant de manière incontestable toutes nos préoccupations. Aujourd'hui, lorsqu'on réfléchit aux questions d'aménagement, sous quelque angle que ça puisse se poser, il serait fou, et je crois que personne ne le fait. Au contraire, tout le monde est en train de rechercher les articulations qui donnent à notre capacité de réflexion sa véritable dimension, c'est-à-dire celle d'un territoire transfrontalier qui intègre à la fois la, la capacité euh, motorisante du Luxembourg et en même temps la conviction que le Luxembourg ne peut pas assurer non plus son rythme de développement s'il ne prend pas le plus grand compte ne tient pas le plus grand compte de ce qui se passe autour de lui. C'est cette réflexion croisée, cette nécessaire définition collective et convergente d'intérêts qui, je crois, est au cœur de toutes les réflexions sur le moyen et long terme qui s'alimentent. Donc, ce webinaire se situe clairement dans cet espace, en particulier autour des questions du logement. C'est l'une des aspérités de l'actualité qui nous occupe, d'autant que nos territoires, que ce soit l'OLC, que ce soit Cœur de Pays, que ce soit le Grand Longwy, sont en train de travailler, mais aussi sur le territoire nord-mosellan, sont en train de travailler sur les documents et sur des stratégies, évidemment, qui conduisent à la définition des documents réglementaires que l'on connaît. Donc, je trouve que ce webinaire intervient au bon moment. Il fait suite à de nombreuses initiatives, à de nombreuses publications de la GAP. Il précède d'autres actions diverses. En tout cas, la GAP sera toujours disponible pour contribuer à cette réflexion, contribuer aussi à alimenter, évidemment, par des données objectives, le travail qui est en train d'être conduit. Donc, je vais laisser le soin à Michael Volo, qui est chargé d'études principales en particulier sur les conditions de vie et évidemment l'Observatoire transfrontalier, de nous présenter les deux thématiques qui font l'objet de ce webinaire. Je remercie l'équipe. Et encore une fois, nous sommes là dans la bonne pratique que sans doute nous allons, pour notre part, je parle de la GAP, reproduire selon les thématiques que nous aurons à cœur de déployer. Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre participation
Et merci à Michael pour la présentation auquel il va s'adonner maintenant. Bien, merci, Monsieur Corzani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour resituer très rapidement le cadre de mon intervention, en fait, c'est simplement une redite de l'intervention que j'ai fait mi-mars à la conférence transfrontalière du logement qui était organisée par l'Institut de la Grande Région. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a eu beaucoup de reprises dans la presse. Et du coup, on s'est dit que ce serait bien de faire une séance de rattrapage pour nos partenaires qui n'avaient pas pu être présents. Et donc, le nombre d'inscrits au webinaire, vous étiez plus de 80 à être inscrits, finalement, nous donne raison. Voilà, donc je ne vais pas perdre plus de temps. Je vais vous présenter tout de suite les éléments que j'avais présentés le 14 mars dernier. Alors, mon intervention, elle va se faire en deux temps, hein. On va être sur deux temps de une quinzaine, vingtaine de minutes qui seront entrecoupés par des questions ou des remarques que vous voudriez faire dans le chat. La première intervention, ça va être un petit peu de replacer toute cette métropolisation autour de Luxembourg, mais sous le prisme du logement. En fait, c'est d'essayer de montrer en quoi le développement du Luxembourg impacte tout le marché du logement sur le Nord Lorrain. Alors, dans un premier temps, je voulais revenir sur le terme de périphérie qu'on avait employé dans notre vision stratégique transfrontalière, qui a fait beaucoup réagir. Et en fait, pour nous, le terme de périphérie, il n'est pas du tout péjoratif, hein. En fait, il renvoie, c'est une notion géographique et qui renvoie à la métropolisation qu'on vit et d'une organisation entre un centre et une périphérie. Donc en fait, Luxembourg et Nord-Lorrain, on est bien sur deux territoires, mais finalement, on est sur une seule métropole. Pourquoi le Nord-Lorrain et la périphérie? Tout simplement parce qu'il n'a pas les capacités pour rivaliser avec le centre qui est Luxembourg. On est quand même, on parle d'une place financière internationale, d'une capitale de l'Union européenne, d'une activité de bureau, d'une activité tertiaire qui est quand même importante, hein. Vous voyez que l'immobilier tertiaire est comparable à celui de Strasbourg. On est sur une attractivité internationale. Il y a quand même 145 nationalités présentes chez les salariés qui travaillent au Luxembourg, qu'ils habitent au Luxembourg ou ailleurs, mais en tout cas qui travaillent au Luxembourg. Donc, on est vraiment sur un centre métropolitain. Et le Nord-Lorrain, en fait, il s'inscrit dans ce développement métropolitain avec des interactions entre le centre et la périphérie qui sont de plus en plus complexes. Nous, au fur et à mesure de nos investigations, de nos analyses à l'agence, en fait, on découvre sans arrêt des interactions entre le Luxembourg et ses voisins et qui aujourd'hui, en plus, se font dans les deux sens. Donc, cette notion d'interdépendance qui complexifie beaucoup le phénomène transfrontalier et qui le rend quand même relativement dense à comprendre. Et puis, on ne peut pas comprendre aujourd'hui les dynamiques du Luxembourg du Nord Lorrain sans comprendre ce qui se passe au Luxembourg. Alors, rapidement, au Luxembourg, les enseignements de 15 ans de croissance nous montrent que, premièrement, la production de logements a été insuffisante au regard des besoins estimés, hein. C'est le Statec qui avait estimé le besoin en logement au Luxembourg à 4 800 logements par an sur la période 2005-2020. La réalité, c'est qu'on en a produit 3 300. Donc, il manque quand même un tiers des logements dont le Luxembourg avait besoin. Et dans ces 15 ans, en fait, la production de logements n'a jamais atteint les 4 500 logements. Donc, il y a un déficit chronique de production de logements au Luxembourg qui s'adosse à une forte pression démographique. Le Luxembourg, en termes de croissance annuelle, c'est la plus forte croissance démographique de l'Union européenne. Dans les besoins du Statec, le ratio entre le besoin et le ménage, c'est qu'en gros, un logement permettait de loger 0,6 ménages. Dans la réalité, quand on regarde le ratio production-ménage, c'est qu'en fait, un logement a permis de loger 1,7 ménages. Donc, ce qui veut dire que la pression, finalement, sur le parc de logement a été 3 fois plus forte que prévu. Et donc, forcément, un coût du logement qui s'envole sur les 15 dernières années, avec des prix qui ont plus que doublé pour les maisons ou pour les appartements. En 2021, une maison au Luxembourg, en moyenne, on est déjà quasiment à 1,3 million, avec des niveaux de prix qui sont 3 à 5 fois supérieurs à ce qu'on peut voir sur le versant français.
Et puis, un élément qu'on voulait rappeler, c'était que l'emploi et le logement, finalement, sont deux réalités déconnectées. En fait, quand un salarié signe un contrat de travail au Luxembourg, il signe rarement un bail pour un logement. Donc, un salarié recruté au Luxembourg, ça devient un salarié qui est déjà logé, soit en France ou au Luxembourg, ou un salarié à loger au Luxembourg ou dans les pays frontaliers. Et donc, finalement, l'économie luxembourgeoise, elle est de plus en plus dépendante de la capacité de ses voisins à accueillir et loger cette main-d'œuvre, puisque sur les 15 dernières années, sur 11 000, un peu plus de 11 000 emplois par an qui sont créés au Luxembourg, plus de la moitié, en fait, sont occupés par des salariés qui sont logés dans les pays voisins. Donc, on est bien dans une relation de dépendance à la capacité des voisins à accueillir la main-d'œuvre. Et au final, la dynamique des frontaliers aujourd'hui, en fait, elle est un signe révélateur de la tension qui existe autour du logement au Luxembourg, puisque en 2018, c'est une estimation que nous on a fait à la GAP à partir des données de l'INSEE, c'est que 15% des nouveaux frontaliers dans le Nord-Lorrain sont en réalité des frontaliers atypiques, c'est-à-dire des résidents luxembourgeois qui deviennent frontaliers, et c'est donc des frontaliers qui n'ont pas de lien avec la hausse du marché de l'emploi, c'est simplement des personnes qui ont changé de pays et qui sont devenues frontaliers simplement parce qu'ils ont changé de lieu de résidence. Alors, la première conséquence sur le Nord-Lorrain, c'est qu'on a eu un développement résidentiel très important. Aujourd'hui, le Nord-Lorrain, c'est un poumon démographique pour le Grand Est. Hein. C'est un territoire qui renoue avec la croissance démographique depuis la fin des années 90 et la crise de la sidérurgie. Sur les 30 dernières années, on est à peu près un petit peu moins de 40 000 habitants supplémentaires. Ça fait une croissance de 0,3% par an. Mais cette croissance, elle n'est pas homogène. Et ce qu'on observe quand même, c'est que depuis les années 2010, cette croissance démographique, elle tend à se contracter sur la bande frontalière, hein, en gros sur l'agglomération de Longwy, la CCP-HVA, le secteur de Cattenom, l'agglo de Thionville, une partie de l'Arc-Mosellan. C'est vraiment sur ces territoires-là, une partie de Cœur du PIO et d'OLC. Hein, voilà, on est vraiment sur une contraction sur ces seuls espaces là. Et puis, vous voyez que le Nord-Lorrain, qui lui connaît une croissance démographique, en fait, ça tranche avec la région Grand Est qui est quasiment à l'arrêt au niveau dynamique démographique. En fait, en région Grand Est, il y a trois espaces, en tout cas, qui affichent une croissance démographique. Il y a le Nord-Lorrain, il y a la plaine alsacienne et il y a l'agglo de Troyes. Aujourd'hui, ce sont les espaces les plus dynamiques de la région. Alors, une des clés du dynamisme démographique du Nord-Lorrain, c'est l'émigration depuis l'étranger. En 2018, alors c'est le dernier chiffre qu'on a, je suis désolé, il est un petit peu ancien, mais en gros, on avait près de 5000 personnes qui sont venues depuis l'étranger s'installer dans le Nord-Lorrain et sur le Grand Longwy et la CPHVA, donc c'est très localisé, c'est 60 à 70% des arrivées depuis l'extérieur du Nord-Lorrain qui viennent de l'étranger sur ces deux territoires-là. Donc il y a une forte attractivité résidentielle de ces deux territoires. Et le fait qu'ils soient directement frontaliers du Luxembourg n'est pas une coïncidence, puisque sur ces 5000 personnes, on en a à peu près un tiers qui sont en fait des populations qui viennent du Luxembourg. Et sur ce flux résidentiel depuis le Luxembourg, il y en a la moitié qui se dirige vers le Grand Longwy et la CPHVA. Et d'après nos estimations, sur 10 ans, ça représente quand même 16 000 personnes. Et donc 16 000 personnes, ça fait quand même l'équivalent de la population de Longwy ou de la population d'Ayange, ou de Famec ou de Florange. Hein. Donc, c'est quand même l'équivalent d'une commune urbaine relativement importante. Et puis, ce qu'on a remarqué, c'est que ce flux, il évolue au cours du temps. Ce qu'on observe, c'est que la part de ressortissants français qui viennent du Luxembourg, en fait, elle diminue. Et c'est surtout les ressortissants luxembourgeois et portugais qui voient leur part dans ce flux-là augmenter, et notamment pour les ressortissants portugais qui augmentent très très vite. Et probablement que dans quelques années, ce seront les ressortissants portugais qui constitueront le plus gros de ce flux, vu l'ampleur du développement de ce flux de population. Alors, ce dynamisme, cette croissance démographique, elle a entraîné un développement urbain intense sur les frontières et sur les agglomérations. Donc, on a eu une forte intensité de production de logements sur des zones urbaines et périurbaines, plus 56 000 logements sur les 30 dernières années, qui se localisent principalement sur la bande frontalière de Longwy à Cattenom,
sur et autour de l'agglomération thionvilloise. Mais la contrepartie, en tout cas l'effet pervers, c'est qu'on a aussi une vacance en hausse de 8000 logements, mais on observe quand même que depuis 2014, cette vacance, elle tend en tout cas, à progresser moins vite ou à se stabiliser. Le principal élément, c'est qu'on a eu une production trop rapide qui a déstabilisé le parc ancien, principalement dans les centres urbains historiques et les anciennes vallées industrielles, qu'il s'agisse de la Chière, de l'Alzette, de l'Orne ou de la Fensch, et puis qui a généré aussi un effet de transfert de population du parc ancien vers le parc neuf. Alors, le marché immobilier dans le Nord-Lorrain, vous allez voir, il est attractif aussi quand on habite à l'extérieur, notamment pour nos voisins, puisqu'on est à plus de 10% des maisons qui sont achetées par un résident soit luxembourgeois, soit belge, soit allemand sur les années 2021 et 2022. Et dans 4 territoires, vous voyez, un Pays Val d'Alzette, Cattenom, Montmédy et le Grand Longwy, cette part, elle dépasse 25%. Donc, c'est quand même tout à fait significatif. Et c'est surtout pour les luxembourgeois, puisque sur le Pays Val d'Alzette et Cattenom environ, les résidents luxembourgeois représentent 30 à 40% des ventes de maisons à proximité de la frontière. Et sur la CCPHVA, en fait, ce taux-là a augmenté, a doublé en 15 ans. Moi, je suis arrivé à l'agence il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on était à peu près à 20% d'acquéreurs luxembourgeois dans les maisons sur le Pays Val d'Alzette. Et puis, ce développement résidentiel, il est porteur de tensions et de fortes inégalités. Alors, tensions sur le foncier aujourd'hui à l'heure du ZAN, puisqu'on a une forte artificialisation dans le Nord-Lorrain. On est à 150 hectares par an depuis 30 ans, ce qui représente 4600 hectares, donc c'est l'équivalent de la superficie de la commune de Thionville. Et on est sur un rythme proche de celui qui est observé au Luxembourg, où ils sont à 170 hectares par an et où ils ont accueilli beaucoup plus de population. Néanmoins, cette artificialisation, elle ralentit avec la montée en puissance progressive des SCOT, que ce soit le SCOT Nord 54 ou le SCOT de l'agglo de Thionville, puisque sur les 4 dernières années, de 150 hectares par an, on est plutôt aujourd'hui autour de 100 hectares par an. Donc, on a quand même déjà bien freiné, mais qui devra encore ralentir avec la mise en œuvre du ZAN, avec une réduction de 50% de la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers d'ici 2031, et à partir de 2050, les zones qui seront ouvertes à l'urbanisation devront être compensées. Alors, la conséquence de tout ça, c'est qu'on a des prix très élevés dans le Nord-Lorrain et plus particulièrement dans le Nord-Mosellan. En moyenne, on est à plus de 300 000 € pour une maison dans le Nord-Mosellan autour de Thionville et jusqu'à la frontière luxembourgeoise. On a ensuite un deuxième secteur qui correspond aux PIO sous forte influence transfrontalière, avec des prix moyens qui varient de 250 à 300 000 €. Ensuite, on est à 200, 250 000 € dans les vallées de la Chière et de la Fensch, donc qui sont aujourd'hui les deux espaces où les prix sont les moins élevés par rapport à la position, à la proximité de la frontière, ce qui peut faire dire que ces espaces-là vont peut-être devenir des espaces refuges, notamment pour des primo-accédants ou des classes modestes qui ne peuvent plus habiter soit sur le PIO frontalier ou sur l'agglo de Thionville. Et puis sur le reste du Nord Meurthe-et-Mosellan, on est à moins de 200 000 €. Et puis vous voyez qu'on a des zones grises qui sont sur les marges ouest, donc le nord de la Meuse, et est sur la CB3F, où là, on a beaucoup moins de références disponibles, donc qui montrent quand même un marché un petit peu moins actif, ou en tout cas, on n'a pas suffisamment d'éléments pour donner des tendances de prix sur ces secteurs. Alors, l'accès au logement, forcément, il se complique pour les moins aisés, et notamment pour les locataires. Donc, on a fait les deux graphiques que vous avez là, c'est un croisement qu'on avait fait entre les revenus, la capacité d'emprunt et les prix. Alors, on est avant le Covid, donc on était sur des taux relativement bas. La situation s'est probablement dégradée aujourd'hui. Mais à l'époque, en 2018, les 2/3 des locataires du Grand Longwy et du Pays Val d'Alzette n'avaient pas les ressources suffisantes pour pouvoir accéder à la maison individuelle. Et un locataire sur 3 n'avait aucune chance d'accéder à la propriété. Et ce que je disais, c'est qu'avec les taux actuels aujourd'hui, c'est un travail qu'on envisage de remettre à jour pour vérifier si cette situation s'est dégradée ou pas. Et la conséquence, c'est que forcément, en Lorraine Nord, dans les politiques du logement,
le logement social et les outils pour produire du logement abordable sont essentiels. Et puis, on a des communes frontalières aujourd'hui qui font face à des tensions qui sont de plus en plus marquées. Donc, on a évidemment une saturation du stationnement résidentiel avec des phénomènes observés de division de logements en dehors de tout cadre et qui démultiplient les véhicules et l'encombrement de l'espace public. On a des problématiques liées au stationnement de véhicules utilitaires, en plus des véhicules des résidents dans des espaces non adaptés, donc plutôt sur des cités ouvrières où on a quand même des espaces relativement étroits. On a des problématiques au niveau de la scolarisation des enfants, avec de plus en plus d'enfants allophones et qui nécessitent une prise en charge par du personnel, mais qui génèrent aussi des incompréhensions avec des populations qui ont une pratique du pays d'origine. Par exemple, avec des ressortissants luxembourgeois, où au Luxembourg, il n'y a pas de scolarisation obligatoire avant l'école élémentaire, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, ce qui pose des problèmes d'incompréhension, puisqu'on a des populations qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent scolariser les enfants dès la maternelle. Et puis, on a une difficulté à faire appliquer les réglementations. On a des procédures d'urbanisme qui sont mal connues ou mal appliquées. Et puis, Le Monde s'en est fait l'écho il n'y a pas très longtemps, dans un article. On a des vraies problématiques de marchands de sommeil, principalement donc, sur la CPHVA, mais les échanges qu'on a avec des élus locaux sur le Grand Longwy nous laissent à penser que cette problématique est en train de s'étendre. Voilà, donc quelques premiers enjeux sur la question du logement. On voit bien que, au vu de ce qui se passe au Luxembourg, c'est que la pression résidentielle, elle est durable. Il faut donc l'anticiper. Pour l'anticiper, il faut donc la planifier. Pour le moment, on n'a pas d'éléments qui nous laissent à penser que le coût du logement baisserait au Luxembourg. Donc, on va rester sur des niveaux de prix élevés, en tout cas plus élevés que sur le Nord Lorrain, et donc avec un flux résidentiel vers le Nord Lorrain qui devrait se poursuivre, voire s'intensifier. On a des politiques du logement, que ce soit les PLH, Programme local de l'habitat, ou PLUIH, Plan local d'urbanisme intercommunal valant PLH, qui doivent prendre en compte la dynamique luxembourgeoise pour définir des besoins en logement qui soient au plus près des besoins de la population. Et puis, il va falloir, un des enjeux, c'est d'apporter des réponses multiples face à une diversité de besoins, puisqu'on a le logement des frontaliers, on a le logement des futurs frontaliers, on a le logement des actifs non frontaliers qui sont contraints de plus en plus de s'éloigner de la frontière parce que les prix de l'immobilier sont trop élevés. Et puis, on a le logement des plus modestes et qui sont, on le constate, qui sont de plus en plus prisonniers du logement social parce que le différentiel est trop élevé. Et puis, un des enjeux, ça va être aussi de permettre aux collectivités de se saisir largement de tous les outils qui existent, notamment les OPA, les OPA-RU, les ORT, les opérations de revitalisation des territoires, pour lutter contre tout ce qui est habitat dégradé et vacances. Des outils comme le permis de louer, le permis de diviser, pour contrer toutes ces dérives de marchands de sommeil, de division sauvage de logements. Et puis des outils comme les offices fonciers solidaires pour faciliter l'accès au logement des plus modestes en zone frontalière. Voilà pour le premier temps d'intervention. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Tout le monde reste sans voix, tellement la démonstration est flagrante. Et surtout, ça renvoie à nos pratiques sur le terrain avec des constats qui confirment les éléments donnés, évidemment, livrés là à notre sagacité, hein, c'est évident. Donc, Mais il y je ne avait sais pas Patrick si J'ai une question à poser, mais je cherche la main. s'il y a des témoignages ou des questions. Oui, allons-y. Patrick Bush, c'était le premier que j'ai vu. Hein. Je suis désolé. Oui, il y a un tableau dans lequel tu fais part d'un pourcentage qui monte pratiquement à 50% d'achat des maisons depuis, mais tu ne donnes pas le volume. C'est l'équivalent de combien? C'est 50% de quoi? De 100, de 1000, de 2000 logements qui sont achetés par les Luxembourgeois? Alors là, j'ai pas en tête le volume de transactions. C'est juste, ça porte sur les maisons individuelles, donc c'est quelques centaines sur la Quelques centaines. CPHVA. OK. À l'échelle du Nord-Lorrain, c'est quelques, on dépasse le millier. Hein. Mmh. OK.
Merci. Louis-François? Oui, je ne sais pas où est la main, donc je n'arrive pas à la lever. Bonjour à tous. Je, ouais, il y a quelque chose qui me gêne dans l'approche, mais c'est récurrent dans toutes nos études en général. Tu fais état d'un besoin de 4 800 logements par an. Il s'agit bien des besoins estimés pour maintenir un taux de frontaliers constant. Parce qu'en fait, ces 4 800 logements, ça vise pas à répondre aux besoins de croissance de Luxembourg, ça vise à répondre aux besoins des non-frontaliers, c'est bien ça? Alors, c'est les besoins qui sont calculés, c'est l'estimation du Statec. Donc, effectivement, c'est une estimation luxembourgeoise, donc c'est principalement pour maintenir la population et répondre à la croissance démographique que connaît le Luxembourg. Donc, effectivement, je ne suis pas certain que le Statec prenne en compte la main-d'œuvre frontalière dans ses besoins. Donc, Alors effectivement, si on le réimpute, ça fait des besoins en logement qui sont plus élevés. c'est ça qui est gênant, je trouve, dans l'échange qu'on a avec le Luxembourg sur ces questions-là. C'est parce que nous, finalement, on raisonne de ce que décide la frontière, comme s'il était un fait acquis que Luxembourg se satisfasse ad vitam aeternam de n'assurer que la moitié des besoins finalement de sa main-d'œuvre, en laissant l'autre moitié à la bonne fortune, à la providence, les Allemands, les Belges, les Français. Mais c'est une politique du hasard. Et c'est un petit peu ce qui porte à faux finalement dans l'approche. Parce que où est-il écrit que, dans quelle politique publique est-il écrit que la France, la Belgique et l'Allemagne ont un devoir d'héberger la moitié de la main-d'œuvre de Luxembourg? D'ailleurs, si on avait eu ce débat dans les années 2010, on aurait dit qu'il fallait assurer 40% des besoins. On a le débat aujourd'hui, c'est 54%. Et on pourra avoir le débat en 2030, ça sera toujours que 54%, parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc en fait, il y a une impasse dans la volonté du Luxembourg de ne pas prendre en compte la totalité de ses besoins. Et en même temps, nous, on essaie de construire des politiques publiques sur cette impasse. Et je pense que c'est extrêmement piégeux pour le Luxembourg. Et je pense qu'on en a la preuve sous les yeux chaque jour un peu plus. Parce qu'en fait, il n'y a pas de politique publique pour assurer que la main-d'œuvre frontalière soit toujours disponible pour les entreprises luxembourgeoises. Voilà ce que je voulais dire. Merci Louis-François. Vincent était le suivant, je crois. Merci, bonjour à tous. Merci Michael pour la présentation. J'avais également une petite précision par rapport à ces besoins en logement que tu présentais au début, qui avaient été estimés par le Statec. Alors, pour replacer un petit peu les choses dans leur contexte, oui, je pense que Louis-François et toi, vous avez raison. Il y a cette idée que les besoins qui sont estimés en fonction d'un modèle démographique qui lui-même reproduit des hypothèses de répartition de la main-d'œuvre immigrée ou de la main-d'œuvre nouvelle entre des frontaliers et des immigrés. Et les hypothèses qui sont choisies dans les différents modèles, les différents scénarios du Statec, s'appuient logiquement sur les évolutions passées et pas sur un choix politique qui est dicté par un débat à la Chambre des députés ou par un ministre. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est concernant ces besoins. Je pense que tu as parlé de besoins de production de logement, et là, il y a quand même un écart auquel il faut faire attention. D'ailleurs, quand tu as parlé des évolutions de production de logement côté français, tu as parlé aussi du taux de vacances. Et en fait, ce qui a été souvent, il faut le dire, assez mal interprété, et ça a pas mal aussi probablement entretenu la hausse des prix immobiliers parce que chaque agent immobilier connaissait ses chiffres par cœur en disant on a besoin de 4 800 puis 6 000 logements et on n'en fait que 3 000. En réalité, le chiffre, il désigne les besoins de mise sur le marché de logement. Et donc là-dedans, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment la production de logements neufs.
qui d'ailleurs est un peu diminué parce qu'en réalité, on détruit aussi des fois des logements pour en produire d'autres. Mais c'est aussi l'évolution de la vacance, donc les stocks disponibles, et aussi la division des logements, voire la reconversion de bâtiments, bureaux en logements, etc. Donc en réalité, nous, on avait fait le raisonnement en observant que sur la dernière décennie, on avait construit considérablement moins de logements que les besoins de mise sur le marché de logement. On avait constaté aussi que la taille moyenne des ménages avait diminué. On avait constaté que les évolutions démographiques étaient largement supérieures aux projections du Statec. Et on avait aussi fait le constat qu'il n'y avait pas, sauf erreur d'observation massive, beaucoup de gens, des centaines ou des milliers de gens qui vivaient dans la rue. Donc on avait donc mis le doigt là sur le fait qu'il y avait probablement une baisse du stock de logements disponibles qu'on a du mal à estimer au Luxembourg, qu'on n'estime pas aussi bien que dans les données françaises que tu as mobilisées, et que au fur et à mesure, alors c'est pas pour rajouter de la noirceur au tableau, mais au fur et à mesure que la demande va continuer à s'exprimer sur le marché, ce chiffre de besoin de mise sur le marché de logement va de plus en plus correspondre aux besoins de production de logements neufs, hein, compte tenu du fait que le stock disponible est très probablement en train de s'amenuiser. Donc là, il y a également, enfin, il y a une petite nuance, donc c'est-à-dire que euh, le fait qu'on n'ait pas construit les 4800 puis les 6000 logements par an ne voulait pas forcément dire qu'on n'a pas mis assez de logements sur le marché. Donc il y a un petit écart entre les deux, mais globalement, le constat effectivement est le même. Juste pour rebondir un petit peu sur les propos qui ont été tenus à l'instant par Louis-François Retz, évidemment, au niveau de la Fondation IDEA, on adresse aussi ce sujet de la métropolisation luxembourgeoise pour essayer de faire prendre conscience aux décideurs publics et du pays que cette construction métropolitaine transfrontalière, elle est au cœur du modèle économique luxembourgeois, pas forcément de manière stratégique ou de manière choisie, mais en tout cas, c'est une des conditions, le bon développement de ce territoire, un développement plus cohérent et une planification transfrontalière en matière d'aménagement et d'urbanisme, ça fait partie des conditions indispensables à la poursuite du développement économique luxembourgeois. Donc, c'est effectivement des messages qu'on essaye aussi ici, enfin chez nous, à la Fondation IDEA, de relayer. Et pour ça, les études de la GAP nous aident aussi. Donc, merci pour ça. Voilà, je m'arrête là, j'ai beaucoup parlé. Merci Vincent. On va prendre une dernière intervention. Je passerai ensuite aux questions qui ont été posées dans le chat parce que sinon on ne tiendra jamais le timing. J'ai Daniel Matergia qui souhaitait réagir. Oui, bonjour. Merci, merci Mickaël de la présentation. Moi, c'est en réaction à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur l'absence de planification du Luxembourg et le hasard qui fait que le Luxembourg gère pas complètement ou pas totalement sa vision de développement. Simplement, tant que du côté français, on continue à avoir l'impression que grossir en taille, accueillir des habitants, ça permet un développement harmonieux et qui enrichit le territoire, on continuera d'abord à se faire une concurrence pour accueillir de plus en plus de personnes. Et puis ensuite, on s'apercevra bien tardivement que cet accueil-là génère plus de contraintes et de coûts que de richesses, d'autant plus que maintenant, on a perdu la taxe d'habitation. D'ailleurs, à ce sujet, la Belgique, je crois qu'elle a une compensation financière de la part du Luxembourg parce qu'elle n'avait pas de taxe d'habitation. Alors que côté français, le discours de l'époque consistait à dire vous accueillez des populations nouvelles, vous êtes en pleine crise, vous êtes un territoire qui se désertifie, donc cette population va vous apporter une richesse côté française. Est-ce que tout le monde s'est rentré voilà, dans l'inconscient collectif, le fait que le Luxembourg allait nous aider à baisser notre chômage, à trouver de l'emploi pour nos jeunes et à continuer à rendre nos territoires attractifs. Si ça l'a été, ça fait plusieurs années que ça ne l'est plus. Et aujourd'hui, les conséquences du développement luxembourgeois génèrent beaucoup plus de difficultés côté français qu'il ne le faisait il y a encore 15 ou 20 ans. Donc, tant qu'on n'aura pas conscience que le moment de prendre la main sur notre développement, y compris immobilier, et arrêter une course au lotissement ou au gain de population,
on va continuer à subir et en contrepartie à aider le Luxembourg dans son développement. Donc je crois que le ZAN, ça peut être une bonne approche. Et aujourd'hui, dire que les métiers de l'immobilier doivent changer et que c'est plus du pavillonnaire, mais que c'est s'intéresser en cœur de village et cœur de ville à des réhabilitations de bâtiments qui sont soit en mauvais état, soit abandonnés, soit à refaire, me paraît un axe intéressant à travailler dans les options de développement urbanistique. La deuxième chose, c'est qu'il nous faudrait un peu plus de logements sociaux. Nous, au cœur du pays, où on n'est pas dans le viseur des opérateurs de logements sociaux parce qu'on n'est pas dans la bonne catégorie. Mais avoir des logements sociaux, ça permet de réserver une partie de l'habitat aux autochtones, à ceux qui ne vivent pas, qui ne travaillent pas au Luxembourg, et qui pourraient là bénéficier d'un logement qui serait, euh, qui serait inaccessible aux couples qui travailleraient au Luxembourg pour raison de revenus supérieurs au plafond. Voilà. Merci. Alors, je vais répondre aux questions sur le chat. Donc, il y avait une question sur quel paysage on envisageait à moyen terme, métropolitain ou périurbain. Ben ça, en termes de paysage, ça dépendra beaucoup des choix que vont faire les territoires. Nous, là, on esquisse des tendances pour l'avenir. On est en pleine révision des 2 schémas de cohérence territoriaux du Nord-Lorrain. La première réponse, c'est quels choix feront les élus de ces territoires en termes de volonté d'accompagner le développement luxembourgeois, de préserver leur paysage et leur cadre de vie. Il y a une donnée il y a un paramètre qui est, en tout cas, qui est fixe, c'est le ZAN. Peu importe finalement les perspectives de développement du Luxembourg. Le ZAN s'appliquera de toute façon. Donc, la conjonction des deux va faire naturellement, va dessiner le paysage. C'est-à-dire que le renforcement des cœurs urbains autour des infrastructures de mobilité, ça va se poser comme enjeu. Reste à voir jusqu'où on va, parce je vais en parler après dans mon propos en matière de projection. Il y a la question de l'acceptabilité pour les populations déjà présentes. Donc, c'est une vraie question. Je n'ai pas forcément la réponse. Ça dépendra de beaucoup de paramètres. Voilà. Et puis, sur l'annulation du SCOTAT, des infos que nous, on en a, effectivement, c'est que l'ambition démographique du SCOTAT a été jugée comme insuffisamment justifiée. Donc, ça dépend beaucoup de comment a été prise en compte la dynamique de développement du Luxembourg. La GAP n'a pas été missionnée sur le SCOT de l'agglo de Thionville. On va être missionné sur la révision du SCOT, puisque le SCOT de Thionville a adhéré à l'agence. Donc, on va les accompagner là-dessus. Et effectivement, dans le cas du ZAN, il y a beaucoup de SCOT en ce moment qui sont annulés pour le même motif, hein, des projections démographiques insuffisamment justifiées. Donc, ce sera à nous de rédiger tout l'argumentaire pour justifier d'une ambition démographique qui reste à fixer, hein, mais en tout cas qui devra être justifiée en fonction des perspectives de développement du Luxembourg et de où les élus vont fixer le curseur. Alors, dans la conférence, le deuxième temps, on avait eu donc Vincent Hein qui est présent aujourd'hui, donc qui avait présenté la vision d'IDEA pour le Luxembourg horizon 2050, et un petit peu en miroir, donc on était intervenu pour dresser un petit peu des tendances d'évolution pour le Nord-Lorrain à horizon 2060. Quelle perspective? Alors, en préambule, juste rappeler quelque chose, l'annulation du SCOTAT m'y fait penser, c'est qu'on parle de prévision, mais on est sur des projections démographiques. On n'est pas sur une prévision ni une prédiction. On est sur, en fait, une esquisse. On essaye de définir des tendances d'évolution à partir des évolutions passées et d'hypothèses.
Donc, ce qu'on dessine en matière de projection démographique, c'est un futur possible, mais ce n'est pas le futur. Donc, forcément, qu'une projection démographique, elle n'est là que pour servir de cadre et d'alimenter le débat pour aider les élus à prendre les meilleures décisions possibles. Donc, il faut forcément prendre un peu de recul par rapport aux résultats parce que de nombreux éléments ne sont pas modélisés dans une projection. Il y a toutes les évolutions liées au contexte géopolitique, on est en plein dedans, hein, guerres, épidémies, bouleversements politiques. On a des évolutions macroéconomiques, les crises économiques, les bouleversements technologiques, les évolutions sociétales, le rapport à la natalité, la confiance en l'avenir, et puis les évolutions liées au climat, puisque là, je vais vous présenter des projections démographiques à un horizon de 2060. Le monde de 2050 ou de 2060 ne sera pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas et qui font qu'une projection, elle peut passer complètement à côté de la réalité. Alors, premier élément, c'est que le Luxembourg à horizon 2060, c'est que la dépendance aux frontaliers sera toujours très importante. Donc, le Statec a défini un scénario unique de référence pour la période 2017-2030. Et puis, ils ont dessiné 4 scénarios en fonction de la croissance du PIB pour la période 2030-2060. Donc, soit une croissance nulle, soit une croissance du PIB de 1,5%, une hypothèse à 3% et une hypothèse à 4,5%. L'hypothèse à 3%, c'est nous le scénario qu'on privilégie dans nos projections parce que c'est celui qui est le plus proche de la tendance actuelle. Donc, en termes de projection de maintien d'une tendance, c'est celui qu'on privilégie. Le scénario à 4,5%, c'est le scénario qui a été retenu par le gouvernement luxembourgeois dans le cadre du PDAT. Donc, on voit que sur ces deux scénarios, on est sur un contingent de frontaliers qui sera compris entre 410 et 450 000. Je sais que IDEA, dans sa vision à horizon 2050, était sur un chiffre encore supérieur, je crois, enfin Vincent me dira si je me trompe, mais on était sur de l'ordre de 500 000 frontaliers. Bref, 410, 450, 500, enfin, ça donne un ordre de grandeur. Donc en 2060, donc le Grand-Duché pourrait compter 410 à 450 000 frontaliers. Nous, on considère que en fait, c'est ce que j'ai appelé entre guillemets la contribution attendue des territoires frontaliers à l'équilibre du marché du travail au Luxembourg. C'est-à-dire que pour assurer sa croissance de PIB, le Luxembourg a besoin que les territoires voisins lui fournissent 410 à 450 000 frontaliers. Et donc, la question, c'est quid sur la Lorraine Nord? Est-ce que la Lorraine Nord est capable de prendre sa part dans ce besoin? Donc, en l'absence de projection localisée de frontaliers, nous, on a construit notre propre modèle de projection. Et puis, on a des projections du Statec qu'on ajuste en fait en fonction du contexte récent, puisque les projections du Statec, c'est 2017-2060, donc il manque tout le contexte 2017-2023. Et puis, il y a des perspectives de moyen terme qui ont été publiées sur 2024-2027. Bon, bref, je vous passe tout ça, mais en fait, on en tient compte. Et on a dessiné des hypothèses de ventilation par versant sur la base des évolutions passées. Et donc, la plus intéressante pour nous, c'est que les frontaliers français, on a une part croissante sur la période récente du versant français et qu'on a imaginé plafonner à 75%. Vous voyez qu'on est ici, on est sur une tendance qui suit finalement la tendance là qu'on voit sur les dernières années. On a un creux sur 2020, mais bon, c'est l'année du Covid. Et puis, on a un pic exceptionnel sur 2023 où on est monté à 75% de frontaliers, de résidents français dans les nouveaux frontaliers de l'année au Luxembourg. Donc, c'est un taux qui finalement est atteignable. Alors, on a construit 2 scénarios qu'on mobilise déjà pour toute l'élaboration de documents d'urbanisme sur lesquels on est mobilisé, donc notamment les SCOT et PLUI. Donc, un scénario qu'on a appelé Statec, qui est un scénario avec une croissance du PIB de 3% qui est ajusté, comme je vous l'ai expliqué juste avant, et puis un scénario dit PDAT avec une croissance du PIB à 4,5%. Donc, vous voyez que sur la Lorraine Nord, ces 2 scénarios, sur la période 2020-2060, elles impliqueraient une croissance du nombre de frontaliers de plus 107 000 à plus 128 000 par rapport aux 100. On n'est pas tout à fait à 120 000 sur le Nord Lorrain, mais
Vous voyez que c'est quand même une croissance qui est importante. Alors, est-ce qu'on peut les fournir, ces frontaliers? Alors, les projections du Stintec, elles n'intègrent pas les dynamiques de la Lorraine Nord. Et donc, il est primordial de construire des projections qui tiennent compte des spécificités du Nord-Lorrain. Donc, nous, on a construit, à côté du scénario Statec et PDAT, on a construit un scénario AGAP qui s'appuie en fait sur les dynamiques naturelles et les dynamiques migratoires récentes du Nord-Lorrain. Donc, en 2060, la Lorraine Nord pourrait compter en gros 472 000 habitants, soit plus 33 000 par rapport à 2020, ce qui représente une croissance d'un peu moins de 10%, avec un maximum démographique au milieu des années 2050. Et puis, on voit qu'après, la courbe, elle commence à s'infléchir et on est en 2060, on est déjà sur un début de baisse démographique. Mais la force de travail, elle sera limitée, puisque, en tout cas, d'après notre modèle de projection, on aurait un basculement de la population en âge de travailler dès le milieu des années 2030. C'est-à-dire qu'en 40 ans, la Lorraine Nord pourrait perdre 3% de sa main-d'œuvre, ce qui aura des impacts évidents sur le contingent de travailleurs frontaliers disponibles. Alors, on a essayé d'identifier quel était ce contingent de frontaliers que la Lorraine Nord pouvait fournir. Partant du principe qu'un territoire n'enverra jamais 100% de ses actifs au Luxembourg, il y a forcément ce qu'on appelle entre guillemets un plafond de verre, c'est-à-dire un taux de frontalier au-delà duquel un territoire ne peut pas aller. Donc, on a essayé d'identifier ça. Donc, on a pris différentes hypothèses, un taux d'emploi maximal, un taux de frontalier maximal, en tenant compte du profil de chaque territoire, notamment sa population, sa densité d'emploi. Il est évident qu'un pôle d'emploi comme Thionville n'aura pas la capacité d'avoir un taux de frontalier comparable à un territoire rural comme le Longuillonnais ou comme le Bouzonvillois, où là, le taux, on est plutôt autour de 80%. Donc en 2060, la Lorraine Nord pourrait compter 132 000 frontaliers, ce qui représente une croissance de 70%, ça fait 54 000 frontaliers de plus par rapport à 2020. Et vous voyez que la croissance, elle ne sera pas linéaire, elle sera amenée à ralentir. On serait sur une période 2020-2030 avec une forte croissance, 3,5% par an, ça fait plus 32 000 frontaliers sur les 10 premières années. Puis on a une période 2030-2050 de fort ralentissement, on tomberait en dessous de 1%, alors qui dépend aussi des scénarios du Statec qui intègrent déjà un ralentissement de la création d'emplois au Luxembourg pour tenir compte de l'épuisement des réservoirs de main-d'œuvre. Donc, ça explique aussi que ça ralentit à ce moment-là. Et puis, on voit bien que à partir de 2050, on est plutôt sur une stabilisation avec une croissance quasi nulle du nombre de frontaliers. On voit que la croissance exponentielle des frontaliers, elle est limitée dans le temps. Alors, si on met côte à côte nos différents scénarios, on a les scénarios Statec et PDAT. Grosso modo, c'est le besoin de frontaliers dont l'économie luxembourgeoise a besoin pour réaliser les scénarios qui sont prévus. Le scénario AGAP, en fait, c'est la capacité actuelle des territoires. Et là, on voit nettement une cassure à partir de 2030-2035. On voit que le Nord-Lorrain commencerait à décrocher et n'arriverait plus à suivre le rythme de l'économie luxembourgeoise parce qu'on atteindrait les limites de la démographie actuelle du Nord-Lorrain. Et ce qui se traduirait à très long terme, on est à 2060, sur un déficit en termes de travailleurs frontaliers de, en gros, 50 000 à 75 000 frontaliers, suivant le scénario, qui pourraient manquer en 2060 à l'économie luxembourgeoise. Ce que ça donne en termes géographiques, c'est que sur un territoire sur 3 dans le Nord-Lorrain, il manquerait plus de 30% des frontaliers nécessaires. Et dans plus de la moitié des territoires, il manquerait plus de 20%. Donc, on voit bien qu'en plus, le phénomène, il ne va pas se restreindre à quelques territoires du Nord-Lorrain. C'est quasiment généralisé que les territoires ne pourront pas suivre, en tout cas pas en fonction de la dynamique de la démographie actuelle. Et donc, on s'est posé la question de savoir, mais quelle population il faudrait accueillir dans le Nord-Lorrain pour répondre aux besoins de l'économie luxembourgeoise et quel volume de logement cela représente. Puisque si on arrive sur des taux maximum de frontaliers, pour accueillir des frontaliers en plus, il faut des actifs en plus et donc il faut des habitants en plus. Donc on est là face à un défi résidentiel immense pour le Nord-Lorrain. Nous, on parle de choc démographique parce que c'est ce que
c'est ce qu'a besoin l'économie luxembourgeoise pour répondre à ses besoins. Un frontalier supplémentaire ne veut pas dire un habitant, puisqu'il faut tenir compte du vieillissement de la population, de la baisse de la main-d'œuvre. Je vous ai montré qu'au milieu des années 2030, on va commencer à manquer d'actifs, et puis d'une saturation possible des territoires. Il faut donc, on a donc essayé de traduire en fait nos scénarios Statec et PDAT en besoins démographiques. On est parti des frontaliers pour estimer un besoin d'actifs occupés, puis d'estimer une population en âge de travailler, et enfin d'estimer une population totale. Et donc, pour répondre aux besoins luxembourgeois, vous voyez en tout cas, nous, l'estimation qu'on fait, c'est celle-là, c'est que la Lorraine Nord devrait compter 670 000 à 750 000 habitants en 2060, ce qui représente une croissance démographique de 235 000 à 314 000 habitants. Et on voit que la courbe, elle n'est pas linéaire non plus, parce qu'elle accélère au-delà de 2040, parce que justement, il va manquer des actifs. Et on a des territoires qui vont saturer, et que donc, pour avoir des frontaliers supplémentaires, il faudrait être en capacité d'accueillir une population supplémentaire. C'est pour ça que le besoin de population, il accélère au-delà de 2040. Donc, on voit quand même que la marche, elle est très, très haute pour répondre, en tout cas, aux scénarios de développement qui ont été imaginés par le Statec. Alors, les besoins en logement, forcément, ils seraient considérables. Au rythme actuel, les besoins 2020 et 2060 sont estimés à plus de 86 000 logements, soit 2200 par an. Donc ça, c'est les besoins actuels. C'est la courbe orange que vous voyez. Le besoin diminue progressivement parce qu'en fait, on a une dégradation progressive du sol naturel. Et donc, forcément, des besoins qui, année après année, sont amenés à diminuer. Pour info, sur les 10 dernières années, on était à 2430 logements par an en estimation. Pour répondre aux besoins du scénario Statec, le besoin en logement serait plutôt 190 000 logements, et donc là, on serait à 4700 logements par an. C'est plus de 2 fois le rythme d'accroissement du parc de logements dans le Nord Lorrain sur les 10 dernières années. Vous commencez à prendre conscience de l'effort qu'il va falloir faire en termes de logement pour répondre aux besoins de l'économie luxembourgeoise. Et pour répondre aux besoins du scénario PDAT, qui lui est encore plus ambitieux, alors là, on est à 214 000 logements et on passe la barre des 5 000 logements par an. Donc, corollaire de la croissance démographique, c'est que le besoin, il accélère à partir de 2040 et 2060. Donc, c'est lié au vieillissement et à la saturation du taux de frontalier. Donc, vous voyez l'écart qu'il y a entre la dynamique actuelle et ce qu'il faudrait produire pour pouvoir répondre, ou en tout cas accompagner le développement du Grand-Duché. Donc forcément, c'est des perspectives qui se heurtent aux impératifs de sobriété. Ça pose des questions en matière de gestion de la ressource en eau, à la fois en termes de disponibilité de la ressource, mais aussi de personnel pour gérer cette ressource en eau, en termes de gestion des déchets, en termes de volume, en termes de personnel, en termes de flux. C'est une pression accrue aussi sur les réseaux, tout ce qui est infrastructure, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit routière, assainissement, etc. C'est une pression accrue sur le foncier. Comment on intègre ce besoin supplémentaire en travailleurs frontaliers et en population à accueillir dans un contexte ZAN où il va falloir au contraire être beaucoup plus sobre en termes de foncier. Et puis, c'est des perspectives qui menacent la cohésion sociale des territoires parce que dans un tel contexte, comment on permet, ou en tout cas comment on maintient un accès au logement pour les populations modestes ou les populations intermédiaires? Quels services publics dans un tel contexte de besoins démographiques avec une disponibilité de la main-d'œuvre qui est moindre et des pénuries de recrutement qui sont déjà rencontrées par les collectivités, et puis quelle acceptabilité d'un tel développement pour les populations qui sont déjà en place, qui habitent déjà dans le Nord Lorrain. Alors, à titre d'exemple, voilà, au niveau du Grand Genève, les élus ont déjà répondu, puisqu'ils font face à des perspectives de développement comparables. Les prévisions, en tout cas les projections démographiques faisaient état de 400 000 habitants de plus sur le versant français du Grand Genève, et les élus ont dit non, on n'en veut pas. Donc, on a quand même quelques propositions pour répondre aux défis posés. Donc, c'est déjà que la planification territoriale transfrontalière, elle est impérative. Le Luxembourg ne peut plus planifier son développement
sans tenir compte de la Lorraine Nord. Et inversement, on ne peut plus planifier en Lorraine Nord sans tenir compte des dynamiques du Luxembourg, au risque de sous-estimer la réalité des besoins. Et ça implique, en tout cas, nous, c'est notre point de vue, c'est le point de vue qui est défendu par l'agence, c'est que le bon outil, ce sont les SCOT et qu'il faut leur donner une portée véritablement transfrontalière. Et ça nécessite notamment de mieux prendre en compte les stratégies d'aménagement de la métropole luxembourgeoise, donc notamment le PDAT, mais aussi le plan national de mobilité, de prendre en compte aussi ce qui est dit au niveau du schéma de développement territorial de la grande région. Un des outils, en tout cas nous qu'on imagine, c'est d'inclure dans les programmes d'action des SCOT des actions à dimension transfrontalière et qui pourront servir à alimenter toutes les réflexions au niveau des coopérations transfrontalières. Et puis, un élément qui nous semble intéressant, c'est de promouvoir les travaux et les outils issus de la démarche Luxembourg in Transition qui peuvent largement contribuer à la transition écologique, énergétique du Nord-Lorrain, notamment autour de certains sujets comme les ceintures vertes ou la reconversion de zones monofonctionnelles. Et j'en termine là-dessus, puisque les deux photos que vous avez à côté, en fait, c'est la zone commerciale de Feutz en 2021 et telle qu'elle est imaginée dans Luxembourg in Transition en 2047, avec une reconquête, vous voyez, de tous les espaces de stationnement, avec une évolution vers un espace multifonctionnel, avec du logement, des équipements, des espaces verts. On voit même dans le fond un petit peu d'agriculture. Enfin, voilà. En tout cas, nous, on trouve que Luxembourg in Transition contient beaucoup d'idées dont on pourrait s'inspirer pour répondre à ces défis qui nous sont posés. Voilà, moi j'en ai terminé, donc la parole est à vous si vous avez des réactions ou des questions. Je lève la main. Allez-y, Louis-François. Oui, d'abord, je trouve que vraiment cette approche est très, très complète, parfois un peu complexe, mais enfin, moi ce que j'en tire, c'est que effectivement, il y a un gouffre entre les, les besoins en termes de croissance du modèle luxembourgeois, pour garder en place le modèle, en tout cas l'essentiel de ce modèle, et les capacités effectivement des territoires frontaliers à accueillir la main-d'œuvre qui va permettre de tenir cette croissance. Et donc ma question, je l'ai posée en ligne, c'est est-ce que vous en avez tiré des conclusions sur les hypothèses probables de croissance du Luxembourg à l'horizon 2030-2050? Nous, de notre côté, dans l'association ADF, on est sur un taux à 2030 annuel de 1,4%, en considérant que on construise toujours autant de logements en Lorraine Nord que on l'a fait précédemment, c'est-à-dire sur les 10-15 dernières années. Tu citais, Michael, le chiffre de 2400 logements par an depuis 2010 sur un territoire quand même extrêmement large, qui remonte jusque Montmédy. Mais pourquoi pas? Là, avec l'objectif ZAN, on va plus avoir la facilité précédente d'aller faire un bout de maison sur un bout de terrain dont on a hérité de beau-papa ou qu'un promoteur a été acheté astucieusement il y a 10 ans et puis qui va le couper en quatre. Voilà, ça c'est fini. Bon. Or, sur les 2400 logements du PIO, à 90%, il s'agit de ça. Et pourquoi il s'agit de ça? C'est parce qu'il n'y a pas de politique publique, j'ai été directeur de la GAP suffisamment longtemps, qui trouve les moyens de mettre en œuvre des opérations complexes, lourdes et longues. Si je prends l'exemple de Longwy et de Herserange, alors peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas qu'à Herserange, sur la friche de Snell, il y ait toujours quoi que ce soit de construit. Voilà. Et il n'y a toujours rien non plus sur la friche de Snell côté Longwy. Or, ce sont des opérations qu'on a mises en route, conceptuellement bien sûr, avec la GAP, dans les années 2005, 2004-2005. Et on est en 2024, en 20 ans, il ne s'est rien passé, mais il ne peut rien se passer. Parce que pour arriver à construire sur des friches, il y a parmi nous des élus qui s'y sont risqués. Il faut des moyens considérables. Le Luxembourg le sait bien, qui a été en conquête sur Belleval, qui est une opération ambitieuse et qui a quand même nécessité au lancement 1 milliard d'euros pour lancer l'opération, puis 3 milliards en investissement public divers. Ça donne une idée quand même des moyens auxquels il faudrait pouvoir accéder pour pouvoir
garder le rythme de 2400. Et là, il y a un premier enjeu et c'est uniquement lié aux moyens. Et puis, il y a des questions de délai entre le moment où on met une opération en reconquête de friches industrielles parce qu'on aurait trouvé les moyens, les prêts, et on lance cette opération, il s'écoule entre 10 et 15 ans avant qu'il y ait les premières commercialisations. C'est inévitable, c'est comme ça que ça se passe. Bon. Même Belval n'a pas réussi à descendre beaucoup ce délai, puisqu'ils l'ont lancé en 1996. Bon. Donc je crois qu'il y a une double impasse. Il y a le fait que les collectivités sont plus pauvres qu'elles ne devraient l'être parce qu'elles n'ont pas la part de recettes de ce que je continue à appeler la taxe professionnelle par commodité de langage, puisque les emplois ont été perdus. Tu dis 5 000 sur d'autres périmètres, on les mesure à 8 000 sur le Nord-Lorrain, et c'est autant de pertes fiscales directes pour les collectivités locales. Et donc, elles n'ont pas été compensées, on le sait, par le Luxembourg, qui garde l'impôt des frontaliers comme s'il était illégitime de rendre l'impôt des frontaliers pour qu'ils en aient un service. Mais cet argent-là fait défaut. On avait regardé avec ADF la différence sur 10 ans entre les collectivités, 10 collectivités du Grand Genève, côté français, et les 10 collectivités équivalentes en termes de nombre de frontaliers ou de nombre d'habitants. La différence d'investissement sur 10 ans s'élève à presque 5 milliards d'euros par des collectivités locales, parce qu'il y a le transfert qui vient de Genève. Donc, c'est irrattrapable, ce trou qui a été creusé. C'est irrattrapable. Et à force d'entêtement sur cette question-là, de la légitimité du service de l'impôt, on va précipiter la Lorraine Nord dans une espèce de récession à la remorque de celle du Luxembourg, parce qu'on n'a financièrement pas les moyens de pouvoir compenser par nous-mêmes les effets de vide qui risquent de se creuser. Je crois ne pas me tromper, Vincent Hein me corrigera, il connaît ça bien mieux que moi, mais je crois qu'on parle entre -1, -0,4 ou plus 0,4% de croissance à Luxembourg sur les 2 dernières années. Donc on est bien loin des 2,8 qui était le seuil d'IDEA pour préserver le modèle luxembourgeois et bien loin du 3,2 pour le maintenir en l'état tel que c'était prévu il y a encore quelques années, 3 ou 4 ans. Donc je pense que les choses vont très vite et que maintenant on est au temps du politique. Si les politiques ne se réveillent pas, et je parle des politiques côté luxembourgeois, je pense qu'effectivement, on risque de se préparer de bien mauvaises années jusqu'à l'horizon 2040. Merci Louis-François. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas si est-ce qu'il y a d'autres Il y a des questions dans le questions chat dans le chat. Ouais, je vais regarder. sur les projections à venir concernant le nombre de frontaliers et si on a pris en compte justement les frontaliers atypiques qui reviennent, les luxembourgeois qui reviennent habiter en France. Alors, sur les projections de frontaliers, ils sont déjà pris en compte euh, puisqu'on travaille à partir des évolutions passées de travailleurs frontaliers. Donc on travaille sur l'ensemble des frontaliers, y compris les frontaliers atypiques. Le seul paramètre qu'on ne maîtrise pas, c'est quelle est la capacité d'intensification de ce flux de frontaliers atypiques. Le seul élément qu'on a aujourd'hui tangible, c'est qu'entre 2013 et 2018, le flux de population, donc pas forcément des actifs, mais le flux de population a augmenté de 50%. Est-ce qu'il est capable d'augmenter de 50% tous les 5 ans? Je ne sais pas. Donc pour le moment, on modélise sur un total de frontaliers. On travaille aussi sur la base de ce que produit le Statec. Donc, est-ce qu'ils intègrent? Je ne suis pas certain qu'ils fassent une distinction entre frontaliers et frontaliers atypiques. Je pense que c'est un contingent global de frontaliers. Voilà, donc je dirais que oui, partiellement, c'est pris en compte, puisque dans les évolutions passées qu'on reproduit, on a la part d'augmentation des frontaliers liés aux frontaliers atypiques qui est dedans. Voilà. Il y a aussi une deuxième question sur les besoins en logement. Est-ce qu'ils ont été mis en débat avec l'INSEE? Alors, ils n'ont pas été mis en débat. C'est un travail exploratoire de l'agence dans le cadre de nos observatoires. Donc, on n'est pas forcément en débat de tout ce qu'on produit
avec l'INSEE, d'ailleurs, y compris quand on travaille sur des PLH. Juste ce que je voulais dire, c'est que ces besoins en logement, c'est une estimation qu'on a fait. C'est une estimation que j'ai fait en prenant des périodes de référence de 10 ans, une période de référence de 10 ans parce qu'on se projette à un horizon très lointain. Donc, ce travail-là d'estimation des besoins en logement n'a pas vocation à se substituer ou à être mis en parallèle avec ce que vont définir les différentes démarches de planification, que ce soit les PLU, les PLUI ou les SCOT. Il ne faudra pas prendre ce que disent ces documents-là et les comparer avec l'estimation qu'on a fait là, où là, nous, ça répond à un exercice de projection. On n'a pas la même période de référence, etc. Donc, voilà, donc il faut rester prudent sur cette estimation-là. Nous, on le fait au regard d'une période de temps très longue, à l'échelle d'un PLUIH ou d'un PLH qui vont être beaucoup plus dans l'opérationnel, être sur une période plus courte. Et puis, Michael, il y a 2 personnes qui ont levé la main. Patrick Bouche, peut-être? Oui, Patrick? Oui, je voulais réagir sur 2 points de la présentation. Il y a quelque chose qu'on oublie un peu dans ce genre de projection, c'est que la structure de la main-d'œuvre, elle change aussi en fonction de la digitalisation. Il y a un certain nombre de choses qui évoluent dans le temps. Et il y a des travaux qui se font d'ailleurs là-dessus, sur les besoins de main-d'œuvre. On ne peut pas considérer que le besoin de main-d'œuvre qui est généré aujourd'hui par le Luxembourg sera le même que dans 30 ans, 35 ans. C'est clair qu'en termes de population, de nombre de transfrontaliers, ça change complètement. Le télétravail, toute la digitalisation fait qu'on peut travailler vraiment depuis d'autres endroits que des territoires transfrontaliers pour le Luxembourg. Ça, c'est un point qui est important, c'est la structure de la main-d'œuvre. Peut-être qu'effectivement, il y aura toujours une partie de la main-d'œuvre qui sera captée dans les territoires transfrontaliers, mais on voit déjà aujourd'hui que la main-d'œuvre, elle vient de bien plus loin que les territoires transfrontaliers, alimenter le marché luxembourgeois. D'un autre côté, ce qui me paraît quand même intéressant, c'est Jean-François Reiss dit que les élus luxembourgeois n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe sur les territoires transfrontaliers. Je pense que c'est pas forcément vrai, puisque lui-même a suffisamment sensibilisé les élus luxembourgeois pour manifester de la situation transfrontalière. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience, peut-être c'est trop tard, mais en tout cas, elle existe. Et elle a été même évoquée dans le programme directeur de l'aménagement du territoire, qu'il y a un développement transfrontalier ou une planification transfrontalière à mettre en œuvre depuis la métropolisation du Luxembourg. Et c'est sur quoi on travaille en ce moment, d'ailleurs avec vous également, dans l'idée, la dernière réponse qu'a fait le ministre luxembourgeois du logement sur les résultats de la conférence de Thionville montre qu'il est très favorable, le ministre du Logement, à ce qu'il y ait un observatoire transfrontalier du logement et de l'habitat, mais aussi du développement, et de voir un peu quels sont tous les effets induits finalement de cette métropolisation. Bon, on se réveille peut-être un peu tard, mais je pense qu'il faut quand même donner la possibilité aussi d'étudier ce phénomène, pas seulement sur le versant français, mais aussi sur le versant belge et le versant allemand. Il y a 3 versants qui doivent être pris en compte. Et on ne peut pas juste réfléchir sur le territoire français, même si c'est votre responsabilité de réfléchir sur le territoire français. Mais ces territoires aujourd'hui sont interconnectés. Les gens peuvent passer les frontières pour trouver un logement, on ne peut pas les empêcher, on ne peut pas maintenant dire on ne veut pas telle ou telle personne dans notre commune. C'est difficile à imaginer aujourd'hui dans la position où on est actuellement. Voilà, c'était quelques remarques par rapport à
aux remarques de François aussi. Merci. Merci Patrick. Florian, alors j'ai pas votre nom en entier. Florian Pisco. Non, mais Florian, ça sera très bien. Merci Bah, beaucoup. Florian alors. Ouais, super. Alors, sujet qui sort un tout petit peu de notre champ, mais il y a une phrase qui m'a interpellé, qui était la question du plafond de verre des travailleurs qui est capable de mettre à disposition, en tout cas, un territoire pour le sujet transfrontalier. Est-ce qu'on a une idée avec vos observatoires, et en tout cas des années passées, peut-être d'un déficit de création économique sur les territoires en question au regard de cet effet transfrontalier? Je m'explique. Sans parler de fuite de travailleurs ou de cerveau, hein, on on n'est pas sur ce discours-là. Mais aujourd'hui, une dynamique transfrontalière pour un certain nombre de travailleurs induit de fait une dynamique d'entrepreneurs ou autres qui ne sont pas sur le territoire en question, quand bien même ils y vivraient. Est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on a une comparaison ou est-ce qu'on sait si effectivement ces territoires qui sont pourvoyeurs de transfrontaliers, euh, même s'ils ont atteint leur plafond de verre, ont ces dernières années un déficit en activité économique, en emploi salarié pour 100 habitants, 100 000 habitants, je ne sais rien, ou de création d'entreprises, etc., versus des territoires lorrains qui ne seraient pas sous cet effet d'aspiration transfrontalière. Alors, on a quelques éléments là-dessus de mémoire. Vous avez par exemple le territoire de la CCPHVA, donc qui est un territoire quand même où l'essentiel de la population est plutôt dans des communes urbaines, qui affiche une densité d'emploi qui est comparable à celle du Longuillonnais, qui est un territoire rural. Donc, on a comme ça des éléments qui montrent que le tissu économique est beaucoup plus faible. Et puis, il y a quelques années, je me rappelle d'une présentation qu'on avait fait aux élus du SCOTAT. En fait, on s'était rendu compte qu'en fait, que les deux Scott, Scott Nord 54 et Scott de l'Agglo de Thionville, en fait, ont les densités d'emploi parmi les plus faibles de tous les Scott de France. Donc, on a comme ça des éléments qui montrent qu'effectivement, on a un tissu économique qui est plus fragile. Et aujourd'hui, nous, on a une vraie interrogation, c'est quand on voit la dynamique de l'emploi, quand on perd des emplois, de plus en plus, nous, on doute, en fait, est-ce que ce sont des emplois qui sont réellement détruits ou est-ce que c'est simplement des baisses d'emplois qui sont liées à des vacances de poste parce que les entreprises ou les institutions n'arrivent pas à recruter. Et ça, on est incapable de le chiffrer. On est aussi limité dans la disponibilité humaine de ce qu'on peut mettre en matière d'investigation. Mais voilà, c'est des choses qui nous interrogent. Mais oui, on sait que le tissu économique local, on l'avait expliqué quand on avait fait le volet transfrontalier du SRADET. On avait dressé des typologies de territoires frontaliers du Grand Est en fonction des interactions qu'ils avaient avec l'autre versant de la frontière. Et en fait, ce qu'on voyait, c'était que les systèmes, grosso modo, la zone d'emploi de Thionville-Longwy était la seule qui se caractérisait par une hausse de la population, une hausse des actifs, mais une baisse de l'emploi, et était vraiment dans une dynamique d'aspiration qu'on ne retrouve pas sur la frontière au niveau de Bâle-Saint-Louis, ou qu'on ne retrouve pas sur le versant allemand ou sur le versant belge. Donc il y a vraiment une spécificité dans les interactions entre le Nord-Lorrain et le Luxembourg. On est vraiment sous un effet de métropolisation et vraiment d'un effet d'aspiration au niveau économique. Ce qui veut aussi dire qu'au-delà de la spirale intrinsèque du développement d'un territoire et de l'image qu'il peut en avoir, du maintien de sa population, du renouvellement, etc., ça joue sur un deuxième, de fait, levier de ressources fiscales, qui là ne sont pas une notion d'équivalent rétrocession, mais vraiment une disparition de ressources fiscales, notamment pour les EPCI, au regard des équivalents TPU ou ce genre de choses, euh, qui serviraient intrinsèquement purement le service des résidents. Donc, en fait, il y a le double effet à la fois de la dynamique, donc, j'imagine, et à la fois de la destruction fiscale liée, en tout cas décorrélée de la notion de résident ou non résident, quoi.
Louis-François, puis après, on passerait vite à la conclusion parce qu'on arrive, on arrive au bout. Donc, Louis-François, en quelques mots. Je serai très court, j'ai déjà beaucoup parlé. Bonjour Florian. Je voulais juste compléter la réponse de Michael. Donc tu trouveras nos études sur le site ADF. Elles sont en ligne. La zone d'emploi de Thionville-Longwy a perdu entre 5 000 et 8 000 emplois en 10 ans. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, quand on regarde les tableaux NAS des emplois entre 2010 et 2020 sur cette zone, il y a des emplois qui ont disparu. C'est-à-dire, il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de géomètre, il n'y a pas de couvreur, il y a 3 agents immobiliers. Voilà. Sur une zone qui fait combien d'habitants, Michael? Bon. Donc, ce sont des emplois qui correspondent à des fiches de paie qui sont au Luxembourg. Troisième élément de réponse, quand on a du travail détaché depuis le Luxembourg, c'est du travail détaché qui est fait à 90% sur les territoires frontaliers. Ça représente, Michael, 4,5 millions de jours de travail par an. Et ça, ce sont des entreprises que tu as bien connues à Metz, qui ont 3 000 emplois dans le bâtiment et les travaux publics, dont 1 500 à Luxembourg. Et ce sont eux qui ont construit le siège de Metz Métropole. C'est du travail détaché. Bon. Tout ça étant parfaitement légal, ce n'est pas le sujet. Mais il est très difficile pour le Nord-Lorrain d'arriver à résister dans ces conditions. Et le quatrième élément de réponse, et j'arrête, il y avait à Luxembourg, mais là Vincent à nouveau, Vincent 1 saura bien mieux que moi quel est le chiffre le plus précis. C'est la CCI qui avait publié ce chiffre disant qu'il y avait 60% des chefs d'entreprise au Luxembourg sont des frontaliers. 60%. Voilà. Ce qui est tout à fait cohérent d'ailleurs avec la répartition de la main-d'œuvre, puisque je te rappelle qu'il y a, je crois, 100 000 luxembourgeois actifs sur 480 000 emplois. Tous les autres sont ou des étrangers résidents ou des frontaliers. Merci Louis-François. Vincent, dernière intervention en 4-5 mots. Oui, je devais quand même réagir. Il y a, bon, 4-5 mots, on va dire 4-5 points. Premièrement, il y a sur les effets dont on a parlé, effets positifs, effets négatifs, nécessité de trouver des contrefactuels pour trouver des causalités. Il y a tout un champ d'études énorme et là, je pense que le LISER contribue notamment à ça. Il y a aussi des réseaux de chercheurs et je pense qu'il faut continuer à leur donner des moyens pour continuer à faire ça parce que des organisations comme la nôtre, IDEA, avec 4 chercheurs ou l'autre, la GAP, on manque de moyens. On va plutôt prendre des évidences chez des producteurs de données et puis et remettre ça dans le débat public. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que IDEA, je pense qu'on a été la seule et la première organisation luxembourgeoise à vraiment faire quelque chose que j'aimerais voir aussi ailleurs, qui est de regarder les effets de cette métropolisation positifs et négatifs pour Luxembourg, pour les collectivités voisines, pour les frontaliers, pour les États voisins. Et ça, c'est quelque chose, c'est une petite remarque que je fais là. Ça fait 1 heure et demie qu'on parle d'un phénomène où on est dans un territoire qui attire des habitants, qui attire massivement des habitants. Et il n'y a pas eu un seul commentaire sur le fait qu'il y ait aussi des effets positifs à cela. Le fait que le prix de l'immobilier soit valorisé, ça a des effets sur le capital net des ménages, ça a des effets aussi sur les finances publiques. Enfin, vous voyez, il y a des coûts sur les finances publiques, mais il y a aussi des effets positifs. Donc, que si on veut vraiment instaurer un débat à la hauteur, il va falloir de part et d'autre, côté luxembourgeois et côté collectivité frontalière, qu'on ait aussi des approches honnêtes et complètes quoi, sur ces phénomènes. Et voilà, c'était plus dans cet ordre-là. Et puis effectivement, oui, nous, je le répète, hein, IDEA, on a thématisé le fait que ne pas prendre en considération ces défis pour les territoires voisins est un problème pour le Luxembourg aussi, et on continuera à le faire. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci Vincent, merci à tous pour votre participation. Je passe tout de suite la parole à André Corzani pour le mot de la fin. Bon, vraiment, d'abord pour remercier chaleureusement Michael de cette présentation. Et puis, je voudrais dire, après Patrick Bush à l'instant, ce qui a été flagrant,
Et je pense que cette flagrance doit aussi nous inciter à réfléchir, que ce soit au Luxembourg, en France, en Belgique ou en Allemagne. C'est vrai que pendant 1 heure et demie, c'est ce qui m'apparaissait clairement, nous avons surtout évoqué très fortement les effets induits et les effets négatifs. Je pense à l'évidence que les effets négatifs supplantent l'aspect positif et cet effet négatif se ressent donc de tous les côtés de la frontière. C'est ça qui est nouveau et je trouve que c'est intéressant parce que nous devons nous poser maintenant la question collectivement, comment faire que ce soit les aspects positifs de la métropolisation qui émergent. Et de ce point de vue-là, je pense que ça me renvoie à l'une des réflexions de lui Retz tout à l'heure. Je pense que ça avance. La balle est sans doute dans le camp des politiques, même si les techniciens partout où ils se trouvent jouent un rôle tout à fait considérable d'alerte, de sensibilisation, d'éclaireur. Mais je pense que les réflexions évoluent et avancent. On ne peut pas limiter la réflexion, que ce soit au plan géographique ou les segmenter. On vient de parler assez longuement du logement, on tire ce fil, on voit qu'on tire tous les autres. Donc, une approche qui consisterait à se dire, travaillons sur les questions de mobilité, travaillons sur les questions de santé, travaillons sur les questions du logement de manière segmentée, ça n'a aucune réalité et aucune consistance. C'est cette démarche globale qu'il nous faut aborder en envisageant un mode de développement qui soit effectivement compris parce qu'il est effectivement réciproque, parce qu'il est harmonieux. Ça renvoie, je partage aussi ce qui a été dit tout à l'heure par Retz, ça renvoie effectivement aux capacités à faire que chaque territoire puisse se trouver non pas engagé seulement pour répondre aux besoins, mais aussi engagé pour dégager et obtenir des retours qui justifient et qui contribuent à la recherche de réponse des besoins. Merci en tout cas à Michael et au personnel de l'AGAP. Merci à tous les participants. Je pense que ces réflexions s'accélèrent incontestablement. En tout cas, pour ce qui concerne l'AGAP, nous répondrons à tous les rendez-vous qui seraient posés et que nous-mêmes, nous serons amenés à provoquer pour faire alimenter encore ces échanges qui sont précieux. Et ce mode sur le webinaire est tout à fait passionnant. Nous allons l'utiliser plus fréquemment, en tout cas. Merci à toutes et à tous.